Alors, mesdames et messieurs, bienvenue donc à la séance 2 qui est intitulée « Théorie et principes du développement personnel ». Nous allons commencer d'abord par faire la différence entre culture et principe. Le développement personnel en fait fonctionne lorsque la culture est conforme au principe. Le principe est une loi naturelle. C'est un fait observable, inchangeable, absolu et évident. En fait, seuls les principes sont universels, donc vrais. Les principes sont au-delà de toutes les cultures, de toutes les religions, de tous les champs d'études. La culture, quant à elle, est une perception de la réalité, un mode de vie. À cela s'ajoutent les croyances, les rituels et les traditions. La perception de la réalité est essentiellement construite sur ce qui nous a été enseigné comme étant vrai. Depuis notre enfance, puis au fil du temps, les expériences s'ajoutent et les expériences viennent confirmer ou infirmer la véracité des enseignements que nous avons reçus. La culture implique également les rituels que nous connaissons, les symboles, les croyances parfois fausses. Exemple, une croyance populaire qui n'est pas vraie du tout est que si vous voulez être heureux, mariez-vous. C'est une demi-vérité tout simplement parce que on ne se marie pas pour être heureux d'abord. On se marie pour grandir émotionnellement. Alors, il ne faut pas confondre le jour du mariage où tout le monde est content, tout le monde danse, tout le monde est heureux, on boit un coup, et le mariage lui-même qui est en fait le travail sur soi pour apprendre à aimer, pardonner et pouvoir effectivement grandir émotionnellement. Donc le principe de l'amour est que si vous voulez grandir, entrez dans une relation avec très peu d'attentes et un véritable don de soi. Et si vous payez le prix d'un tel engagement, avec le temps, vous serez finalement en paix avec vous-même. Donc, heureux. Les personnes matures sont naturellement heureuses, car les circonstances extérieures négatives n'influencent pas leur état intérieur et leur prise de décision. Et vous savez, les personnes matures font des choix basés sur les principes et non seulement sur la base des présomptions et des croyances qui sont souvent non vérifiées. Alors, dans la culture également, vous avez les rituels, les traditions et très souvent, il faut qu'on puisse dissocier les rituels, les principes et les traditions. Les rituels, par exemple, des exemples de rituels, c'est d'allumer une bougie, c'est de sacrifier un animal, c'est de prier 4-5 fois par jour, c'est de méditer, c'est de donner par exemple la communion, c'est de prendre la communion, c'est d'asperger l'eau bénite, c'est de prendre un parfum spécial pour que notre vie s'améliore, c'est de porter une bague de bonheur, c'est de porter la croix comme en fait le crucifix pour que ça puisse nous protéger ou nous apporter. Ce n'est pas mauvais du tout. Ce n'est pas mauvais du tout. C'est d'ailleurs une bonne chose parce que ça nous permet de pouvoir conceptualiser quelque chose dans laquelle nous croyons. Cependant, il faut l'accompagner avec le principe. Et le principe dans ce cas-là, quand vous allumez une bougie pour prier pour que votre vie soit meilleure, alors rappelez-vous que votre vie sera effectivement meilleure si vous travaillez dur pour accompagner vos croyances. Faites cette croyance. Ok? Vous travaillez dur pendant une période de temps pour atteindre vos objectifs, pour l'ajouter en fait à votre croyance. Ce n'est pas parce que vous croyez en quelque chose que c'est vrai, mais c'est parce que vous pensez que c'est vrai que vous y croyez. Alors, ce n'est pas la culture qui fait le développement, mais c'est plutôt l'accompagnement du principe dans la culture qui fait le développement. Ce n'est pas la culture américaine qui fait la grandeur de l'Amérique, mais les principes qui accompagnent la culture américaine. Par exemple, la transparence dans la gestion des affaires est ce qu'on appelle très souvent le principe de la vérité, qui est en fait un principe qui se manifeste dans la culture américaine du plus haut niveau de la politique jusqu'à la situation personnelle dans les entreprises, dans les organisations et même au plan interpersonnel avec les individus. C'est un principe qui est en fait qui fait partie de la culture américaine. Voilà pourquoi vous allez voir que
très souvent, les gens sont très prisés sur ce qu'on appelle très souvent l'équilibre des pouvoirs et la transparence dans la gestion des affaires. Et donc, les Africains n'ont pas besoin de copier-coller la culture occidentale. La culture africaine est une bonne culture. Elle n'est pas mauvaise. Tout ce que nous devons faire, en réalité, c'est d'intégrer les principes de développement dans la culture de gouvernance, dans la manière des relations que nous avons, dans notre culture de gouvernance, dans nos traditions, dans nos rituels. Ok? Et un exemple que je veux prendre, tout simplement, c'est que vous pouvez voir ici, dans cette déclaration que je vais lire, verser de l'eau bénite devant ton magasin n'est pas suffisant. Ça, c'est ce qu'on appelle la culture. C'est de croire qu'en versant de l'eau bénite devant notre magasin est suffisant. Ce n'est pas suffisant. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut suivre, le principe derrière, c'est que quand on finit de verser de l'eau bénite, ouvre ton magasin à l'heure. Comporte-toi très bien avec tes clients et vends des produits de qualité. Ça, c'est le principe. Voilà pourquoi deux personnes peuvent être membres de la même communauté religieuse ou même de la même communauté, de la même race, de la même ethnie, et ils peuvent prier et adorer Dieu de la même manière, le même Dieu, la même manière, mais l'une pourrait réussir dans son business, dans son mariage, dans ses projets, à l'école, et l'autre échouera. Est-ce parce que Dieu est injuste? Non, pas du tout. Dieu étant juste à travers les principes universels du développement, met à notre disposition ce qu'il faut pour que nous puissions réussir. Nous croyons en lui, mais en même temps, il met les principes à notre disposition pour que nous puissions pratiquer ces principes. Le succès dans les études, dans le mariage, dans le business, dans les projets, sont basés d'abord sur les principes. La culture ne fait qu'accompagner. Alors, changeons notre paradigme sur le succès. Un élément qui est typique à la culture, c'est sa diversité. La culture nous permet de nous sentir en sécurité parce que nous appartenons à un groupe et nous donne le sentiment d'appartenir à quelque chose qui est important et d'avoir des relations avec d'autres personnes, d'appartenir à une race, à une communauté, une nation, une religion. Et c'est une très bonne chose d'ailleurs de sentir qu'on appartient à un groupe. Les cultures sont en fait socialement construites pour donner un sens à notre vie sur Terre. Et nous nous accrochons très souvent aux valeurs qui sont développées dans notre culture, c'est-à-dire que les valeurs morales, les valeurs religieuses, les valeurs idéologiques et la ligne idéologique et sont fonction de notre culture. Et nous avons très souvent, en tant qu'être humain, cette tendance à vouloir pérenniser les traditions héritées de nos ancêtres du passé, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Chaque groupe culturel aussi, attention, a souvent tendance à souligner la supériorité identitaire ou culturelle, qui est souvent source de beaucoup de conflits. Toute culture qui viole les principes fondamentaux de la croissance est mauvais et dangereux pour nous-mêmes et pour la société en général. Par conséquent, nous sommes libres, vous êtes libres d'embrasser la culture de votre choix, de la religion de votre choix. Cependant, vous devez y associer les principes du développement. Alors, maintenant, nous allons passer au résumé des différents principes et des niveaux de conscience qui ont été développés. En fait, les niveaux de conscience ont été développés par un psychologue du développement qui s'appelle Ken Wilber, américain. Et les différents principes sont des principes que nous allons exposer. Et ce sont des principes que je n'ai pas créés. Ce sont des principes qui existent depuis belle lurette. Tous les pionniers du développement personnel en ont parlé. Et pour ceux qui vont se procurer du livre, quand vous allez lire, vous allez voir que beaucoup d'auteurs ont parlé de ces principes. Ce que nous avons fait, nous avons essayé de les canaliser, de les analyser et de les structurer de sorte que vous puissiez les comprendre et les pratiquer
dans votre contexte spécifique. Alors, ce tableau nous dit que, en réalité, l'homme grandit physiquement, ce qui est tout à fait évident. On est bébé, on devient adolescent, ensuite on devient adulte et on atteint une certaine vieillesse. Et très souvent, dans l'âge de la vieillesse, on a une certaine sagesse. Ok? Et Ken Wilber, qui est psychologue en développement de la conscience, nous dit que, je pense que c'est l'un des meilleurs en ce moment en matière de développement de la conscience. Je dirais que c'est le Einstein de la conscience. Il dit par exemple, effectivement, l'être humain, quand il grandit physiquement, aussi doit grandir normalement au niveau de la conscience. Et donc, un enfant, c'est normal pour un enfant d'avoir une conscience égocentrique. Ça veut dire quoi? Que l'enfant, naturellement, pense que son bonheur dépend de ses besoins primaires et les réalités extérieures. C'est ce qui est tout à fait normal. Son père s'en va ailleurs, sa maman s'en va ailleurs, l'enfant se met à pleurer. Donc c'est tout à fait normal pour la conscience de l'enfant. Et à un certain moment, on grandit et on atteint une conscience ethnocentrique. Et la conscience ethnocentrique, c'est quand on devient un peu adolescent, il y a une tendance à vouloir effectivement donner beaucoup plus d'importance à la forme, à la manière dont nous nous présentons. C'est la course effrénée en fait au titre, le pouvoir et le matériel. Très souvent, ça peut nous entraîner dans ce qu'on appelle la corruption et la tricherie. Quand on est trop axé sur la forme. Pour un adolescent, c'est important pour lui. L'adolescent veut se faire voir, il veut savoir que ses amis l'apprécient et autres. Mais ces deux niveaux de conscience, égocentrique et ethnocentrique, pour la conscience sont les niveaux les plus bas. Et les niveaux les plus élevés, en réalité, c'est ce qu'on appelle les consciences mondocentriques et cosmocentriques. Et quand on arrive au niveau des consciences mondocentriques et cosmocentriques, on se rend compte que, en réalité, on n'a pas forcément besoin du monde matériel pour être heureux. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui est plus profond que le monde matériel qui nous procure du bonheur. Une satisfaction morale quand nous faisons certaines choses. Voilà pourquoi certaines personnes, d'ailleurs, sont intéressées à l'humanitaire. Et bien qu'ils aient beaucoup d'argent, ils vont s'intéresser à l'humanitaire pour pouvoir, en fait, aider d'autres personnes qui sont dans le besoin, ce qui leur donne en retour une certaine satisfaction morale que l'argent ne peut pas, en fait, payer. Et aussi, à un niveau plus élevé, on a tendance, au niveau cosmocentrique, on a tendance à vouloir, en fait, que les autres retiennent quelque chose de nous, même quand on n'est plus vivant sur cette terre. On veut exister dans la conscience universelle. Vous allez voir que, au plan cosmocentrique, des personnes telles que Mandela, des personnes telles que Martin Luther King Jr., des personnes telles que Jésus-Christ de Nazareth, des personnes telles que Gandhi sont restés vivants dans la conscience collective même après leur mort. À un certain moment, quand on aspire à la conscience cosmocentrique, on a tendance à vouloir aller vers ça et on veut exister pour toujours. Et c'est cela qu'on appelle la transformation. C'est le principe de la transformation qui nous permet au fur et à mesure d'aller vers cette conscience élevée. Ensuite, au plan de la vérité, du principe de la vérité, et quand on est égocentrique, on se dit qu'il n'y a pas d'autre vérité que notre vérité. Et quand on a tendance à vouloir, au plan de l'ethnocentrique, on a tendance à vouloir toujours avoir raison, on a toujours à vouloir prouver que c'est les autres qui ont tort, et très souvent, ça nous entraîne vers ce qu'on appelle l'extrémisme. Ça peut être l'extrémisme religieux, ça peut être l'extrémisme politique. On pense que notre race est la meilleure race et tout ça. Et ça, ce sont les niveaux les plus bas. Et à un certain moment, on peut évoluer au niveau du mondocentrique et du cosmocentrique qui dit que la vérité, on commence à comprendre que la vérité est universelle et plurielle. Et donc, notre vérité n'est pas forcément la vérité universelle, c'est une perception d'une partie de la vérité, une perception de la vérité donc. Donc, on peut apprendre même des autres cultures, des autres religions. Et aussi, au plan cosmocentrique, on se rend compte que incarner la vérité est plus important que avoir raison. Et donc, l'intégrité, par exemple, qui nous permet de pouvoir être d'accord, par exemple, de faire quelque chose qu'on a promis aux autres,
Et l'honnêteté, même quand on n'est pas dans une situation, inconfortable, mais on a la capacité d'être honnête quand même. Et on est transparent, non seulement dans ce que nous faisons, mais dans nos émotions, on est transparent et on essaie de pratiquer l'humilité. Ça, c'est les consciences les plus élevées et ça, c'est l'âge de la sagesse. Au plan de l'amour, quand on est égocentrique, on a tendance à vouloir que c'est les autres qui prennent soin de nous. C'est les autres qui nous aiment. On attend seulement que c'est les autres qui nous aiment. Ce qui est normal pour un enfant, mais anormal pour un adulte. Et donc, si au plan ethnocentrique, on se rend compte que le sentiment de supériorité peut se développer au plan de la race, de la religion, de l'ethnie. Et souvent, c'est ce qui fait que les gens développent ce qu'on appelle la xénophobie, le tribalisme. Et quand on arrive au niveau supérieur, qui est le niveau mondocentrique ou cosmocentrique, nous nous rendons compte que tous les peuples sont égaux, malgré leurs différences, d'où le respect et la considération pour tous. Et au plan cosmocentrique, l'amour devient maintenant un don de soi pour nous. On n'attend pas que c'est les autres qui viennent nous aider. On se sacrifie pour l'autre et on attend moins des autres. On donne plus et on attend moins des autres. Ça montre qu'on atteint un niveau de conscience élevé. Et au plan de la restauration, quand on est égocentrique ou ethnocentrique, on se dit que quand quelqu'un nous heurte, quand quelqu'un nous blesse, on doit automatiquement blesser la personne en retour. Et on a tendance à être antagoniste, belliqueux dans notre façon de faire les choses. Et la violence devient notre façon de résoudre les problèmes, l'intolérance, la vengeance, les ressentiments. Tout ça, c'est le niveau de conscience ethnocentrique, égocentrique. Et on peut aller à un niveau de conscience plus élevé qui nous permet de comprendre que le dialogue, la négociation, la justice, le pardon, pour résoudre les conflits, les problèmes auxquels nous sommes confrontés, est la meilleure méthode et nous essayons de les pratiquer même au plan cosmocentrique quand nous devenons beaucoup plus pacifistes dans nos façons de faire les choses. Et on devient les partisans de la non-violence et des artisans de la paix, même souvent au risque de notre vie. Et vous pouvez comprendre que des grands hommes de Dieu tels que Martin Luther King ont manifesté ça dans leur vie. Et aussi au plan du choix, le principe du choix, et quand on est égocentrique ou ethnocentrique, on a tendance à ne pas prendre responsabilité. On veut que c'est les autres qui prennent responsabilité pour nous et la peur est dominante dans notre vie et on a peur de faire des erreurs et souvent même cette peur-là est tellement intense que nous avons peur de faire des choix et souvent nous attendons que c'est les autres qui fassent le choix pour nous. Et nous sommes très souvent dans le mode de victimisation et on se met dans une situation de victime et nous blâmons souvent les autres pour les malheurs qui nous arrivent, les difficultés qui nous arrivent et nous avons tendance à vouloir pointer le doigt sur les autres pour dire que c'est eux qui sont en fait le malheur de toutes les situations que nous traversons et c'est très souvent au niveau de la conscience parce que c'est automatique et nous ne prenons jamais responsabilité. Alors, mais au niveau de conscience élevée, mondocentrique et cosmocentrique, nous avons une responsabilité, nous comprenons maintenant que nous avons une responsabilité collective et nous pouvons changer le cours de l'histoire ensemble. Donc, on ne blâme pas les autres, on prend responsabilité pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, mais nous sommes même en tant que société. Et nos choix ne sont pas nécessairement influencés par la peur et même, on peut même respecter le choix des autres, même quand ça ne nous arrange pas. Alors, voilà pêle-mêle les niveaux de conscience et les comportements qui les suivent et les principes qui les accompagnent. Alors, très souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est normal pour un enfant d'être égocentrique ou un adolescent d'être ethnocentrique, mais ce n'est pas normal pour un adulte d'être égocentrique et ethnocentrique. Et très souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces niveaux de conscience, quand vous êtes à un niveau de conscience élevé, vous comprenez mieux ceux qui sont à des niveaux de conscience plus bas. Mais ceux qui sont à des niveaux de conscience plus bas, il est très difficile de comprendre en fait ceux qui sont à des niveaux de conscience élevés parce qu'ils n'ont pas encore expérimenté ce domaine. Mais vous qui êtes à des niveaux de conscience élevés, vous comprenez pourquoi, par exemple, quelqu'un est égoïste. Vous comprenez pourquoi quelqu'un cherche toujours à avoir raison. Vous comprenez pourquoi quelqu'un... même c'est vrai qu'on n'est pas d'accord avec ces personnes, mais vous comprenez en fait qu'ils sont à des niveaux de conscience bas et pas nécessairement de mauvaises personnes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le statut social
l'âge, les richesses, les titres, les diplômes, vous pouvez même avoir 3 doctorats, et ne sont pas fonction des niveaux de conscience élevés. Vous pouvez avoir un niveau de statut social très élevé, mais pas forcément un niveau de conscience élevé. Vous pouvez être âgé, 40 ans, 50 ans, et vous comporter comme quelqu'un qui a 6 ans au niveau émotionnel. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent et être égocentrique. Vous pouvez avoir des diplômes, 3 grands diplômes, doctorats, et être toujours égocentrique. Alors, comment les gens évoluent d'un niveau de conscience à un autre? Chaque fois que vous faites face à un défi de la vie, chaque fois que les choses ne vont pas telles que vous le voulez, pour être plus simple, si vous blâmez, vous attaquez et vous jouez la victime, en réalité, vous ne grandissez pas. Vous restez à votre niveau de conscience. Ou souvent même, vous allez à un niveau de conscience plus bas. Parce que blâmer, attaquer, jouer la victime peut vous entraîner vers la violence. Et vous utilisez la violence à des conséquences et vous pouvez vous ramener dans une situation plus basse où vous allez garder des ressentiments et autres envers les autres. Mais si vous voulez aller à un niveau de conscience plus élevé, vous devez, chaque fois que les choses ne vont pas, faites une introspection. C'est-à-dire, partez en vous-même. Dites, qu'est-ce qui n'a pas marché à mon niveau? Faites une autocritique. Comment est-ce que je peux améliorer cette situation? Et tirer les leçons de l'événement, de la situation. Dites, bon, je vois maintenant ce qui n'a pas marché. Désormais, quand je suis en colère, je ne vais pas en fait dire ces mots, je vais me revoir. Vous voyez? Et ça va vous amener à voir ce qu'on appelle la maîtrise de soi, tout doucement. C'est un processus d'ailleurs, ça n'arrive pas un coup, mais ça va vous permettre d'avoir la maîtrise de soi. Alors, pour terminer donc, nous allons en fait vous inviter sur des questions de réflexion. Prenez une feuille et un crayon ou un bic et répondez à ces questions-là. Nommez une croyance populaire dans votre culture, dans votre groupe ethnique ou dans votre religion. Et quel pourrait être le principe universel qui sous-entend cette hypothèse ou cette croyance? 2. Quel principe nous permet d'établir des liens forts et durables avec ceux qui sont différents de nous? Pas ceux qui sont comme nous, mais ceux qui sont différents de nous, peut-être au plan ethnique, au plan religieux, peut-être là, ou bien même souvent différents partis politiques, ou bien différentes races. 3. Quelle est la différence entre la culture et le principe? Nous l'avons expliqué. Alors nous voulons voir si vous vous rappelez quelle est la différence, quelles sont les différences fondamentales entre le principe et la culture. Et puis donnez-nous des exemples dans le cadre personnel ou bien dans le cadre professionnel. 4. Connaissez-vous des modèles ou bien un modèle des modèles qui ont fait des preuves d'un niveau de conscience élevé dans votre propre culture ou dans votre religion ou même en matière politique ou en matière de business? Citez leur nom et expliquez de quelle manière ils ont démontré un niveau de conscience élevé. 5. L'acceptation de la diversité des opinions est la chose la plus importante qu'un leader doit incarner. Cela lui permet de mieux gérer son équipe. Alors, quel principe soutient une telle affirmation? Et 6. Y a-t-il un moment dans votre vie où vous n'avez pas réussi à mettre en pratique l'un de ces principes? Le principe de la transformation, le principe de la vérité, le principe de l'amour, le principe de la restauration, le principe du choix. Alors, si vous n'avez pas réussi à mettre ces principes en évidence dans votre vie, à un certain moment de votre vie, lequel des principes vous n'avez pas pu réussir à faire? Et quelles leçons avez-vous tirées? Il y a aussi la possibilité où vous avez réussi à mettre un des principes en valeur. Et qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors, donc, prend fin notre séance 2 et nous nous retrouverons tout à l'heure pour la séance 3. Merci et à tout à l'heure.